Ici se croisent la rue Manin et l'avenue Simon Bolivar, au pied des Buttes Chaumont. Ce grand parc parisien dans lequel il y a toujours beaucoup de monde et surtout des gens très différents. Et c'est un lieu où j'ai vécu à différents moments de ma vie aussi, assez jeune. J'avais peut-être 20 ans, je me suis installé dans un appartement avenue Simon Bolivar qui était juste là, juste en bas, juste à l'angle là, qu'on voit ici entre la rue Manin et l'avenue Simon Bolivar. Ce croisement de deux rues qui charrient comme ça du monde, qui charrient des gens, qui charrient des histoires. Et c'était une période de ma vie qui était assez intense parce que c'était des années de jeunesse, des années de formation, des années d'écriture et surtout des années de cinéma, des années de visionnage de films. Et j'avais une très bonne amie avec qui j'étudiais qui habitait rue Manin et on se donnait très souvent rendez-vous à cet angle, à cette place qui n'est pas vraiment une place. Et comme on était tous les deux assez obsédés à l'époque par le cinéaste Jacques Rivette, on avait baptisé cet endroit l'Angle du Hasard. Parce que l'Angle du Hasard, c'est le nom d'une boutique hippie que tient Bulogier dans le film Fleuve de Jacques Rivette à Haute 1, film des années 70, film qui dure 12 heures, film qui est une utopie, film qui raconte à la fois l'après-mai 68, les déceptions, les histoires que les gens se racontent, les actions qu'ils ont envie de faire dans Paris et dans le monde pour transformer un petit peu la société. Film qui frise avec la folie, quasiment tout le temps en improvisation. Un film un peu ovniesque. Il y avait quelque chose tout d'un coup dans ma manière de voir la ville, une grille de lecture qui venait probablement énormément du film. Et ça, c'était très stimulant. En même temps, c'était très contrôlé. Je jouais aussi avec ça. C'était pas une croyance totale, mais quand même une véritable aptitude que j'avais. Et cet ami aussi, à jouer avec les noms de rues, à jouer avec les quartiers, à jouer avec les immeubles comme autant potentiel de lieux fantomatiques qui continueraient d'être habités par des personnages de Rivette, par les personnages de ce film. C'est vrai que ça me plaisait beaucoup d'être là, comme si j'étais un petit peu devenu un personnage de Rivette, quoi. Dont on se disait rendez-vous à l'Angle du Hasard, ça nous faisait toujours sourire, c'était comme un nom de code, c'était comme une histoire qui nous appartenait à nous. Mais ça voulait dire beaucoup de choses. C'est vrai que c'était une époque de jeunesse, donc d'initiation, donc effectivement une époque où le hasard a beaucoup d'importance. C'était une manière quand même d'être dans le monde à la fois intense et puis amusante, quoi. Et ce lieu le représentait très bien. Alors dans le film de Rivette, ça se passe pas du tout ici, l'Angle du Hasard, cette boutique hippie, elle est dans les Halles, elle est bariolée, elle est rose. Moi, c'est un film qui m'a beaucoup rappelé mon enfance. La première fois que je l'ai vu, j'ai eu une impression de déjà vu, quoi. C'était très surprenant, comme si j'avais déjà vu ce film, comme si j'avais déjà vu ces couleurs, les couleurs des années 70, même les odeurs que le film pouvait évoquer. C'était très très curieux, alors que évidemment, par définition, j'avais pas pu voir le film, parce que c'est un film invisible, parce que c'est un film que personne n'a pu vraiment voir à l'époque. Il dure 12 heures, il a été très peu diffusé. Et malgré tout, j'avais l'impression d'être comme à l'intérieur du film, comme quelque chose d'un peu utérin même. Participer à ça peut-être aussi le fait que les initiales de ma mère, Brigitte Orléans, c'était les mêmes initiales que Bulogier. Donc il y avait une sorte de mélange, il y avait une sorte d'étrangeté et je pense que c'était rassurant de savoir qu'il y avait peut-être un bout de notre histoire qui se situait ici, à l'Angle du Hasard. L'idée c'était toujours aussi de s'enfoncer dans le parc, quoi. De monter, de grimper, c'est comme une sorte de petite forteresse de collines dans un territoire qui est un petit peu unique et puis qui change tout le temps avec les couleurs, avec les formes. C'est vraiment un très joli parc, quoi. C'est un parc qu'on voit aussi d'ailleurs dans un autre film de la Nouvelle Vague, c'est La femme de l'aviateur d'Éric Rohmer. C'est un film que je connais moins, mais c'est pour dire que j'aime ici à la fois le côté hyper vierge, le côté un peu secret, les points de vue uniques qu'on redécouvre à chaque fois, et puis en même temps tout ce palimpseste qui est là, de toutes ces histoires qui gravitent autour du parc, que ça soit les fantômes maintenant de Rivette et de Rohmer. À l'époque, quand j'habitais en bas d'avenue Simon Bolivar, ils étaient tous les deux encore en vie, donc il y avait presque cette impression
qu'on aurait pu les croiser, qu'on aurait pu les rencontrer ou qu'on aurait pu les toucher presque, ou toucher quelque chose de la matière même de leur film. C'est drôle parce que la rue Manin, j'ai toujours cru que c'était une avenue. Pendant des années, j'ai appelé l'avenue Manin, il y avait l'avenue Simon Bolivar. J'avais du mal à me faire à l'idée que c'était qu'une rue. Et que ça soit l'une ou l'autre, Simon Bolivar ou Manin, il y avait un côté presque californien, quoi. Ce qui nous ramène aussi quelque part un petit peu au cinéma. Il y avait l'impression que c'était presque le croisement de Sunset Boulevard et de Hollywood Boulevard, quoi. Je ne sais pas si ces deux avenues se croisent à Los Angeles ou pas, j'ai oublié, mais cette impression de grandeur, cette impression de rue qui n'en finit pas, cette impression de grands serpents, de grands méandres, de grands fleuves dont on ne voit pas le bout, quoi. Alors qu'à Paris, on est aussi beaucoup dans des petites rues, dans des rues étroites, dans des ruelles, et c'est vrai que ces deux rues-là qui se croisent ici, elles ont une impression d'immensité. On voit les voitures au loin qui roulent, avec la lumière qui se reflète sur les pare-brises. Et c'est presque un côté un peu américain. C'est vrai qu'à l'époque où je vivais en bas du parc, j'avais fait pas mal d'allers-retours aux États-Unis chez ma cousine qui habite à Los Angeles. Je retrouvais peut-être un petit peu ici, dans une ville qui n'a rien d'américaine du tout. Peut-être que c'était un des rares endroits ici, à ce croisement, à cet angle du hasard, où je retrouvais quelque chose du mouvement, du bruit des voitures, du flux ininterrompu, tout d'un coup d'une sorte de largesse, de dynamique, enfin quelque chose qui pouvait me rappeler cette année où j'y avais été, des mois, des semaines très, très heureux américains, évidemment des moments de découverte, des moments aussi de cinéphilie. Tout ça, c'était des souvenirs, mais c'est des souvenirs que je pouvais finalement un petit peu réactiver quand je me promenais ici. Ça pouvait créer, avec les gens que j'y croisais, quand c'était des amis, une sorte de complicité particulière, quoi, parce qu'on était projetés comme dans un espace-temps un peu différent. Que ça soit l'espace-temps du cinéma, que ça soit l'espace-temps de la nouvelle vague, que ça soit l'espace-temps des années 70, que ça soit l'espace-temps de la Californie. Parfois c'était émouvant aussi, parce que même si à l'époque j'étais jeune, il y avait toute une histoire qui se construisait, des souvenirs, des premières histoires d'amour, des premières rencontres un peu importantes, des déceptions aussi. Je me souviens d'avoir été une nuit sur un des bancs. Je ne sais pas s'il existe toujours ce banc qui est à côté de la fontaine. Voilà, c'était après une séparation, c'était peut-être pas une histoire si importante que ça, pas une histoire très longue, mais il y a eu ce moment quand même qui s'est dénoué ici, sur ce banc, sur cette place devant cette fontaine. Donc ces gens qui montent les marches, qui les descendent, ces gens en jogging, ces chiens, les Chinois qui font du Qigong, il n'y a pas que des Chinois d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui en font aujourd'hui, des gens qui font de la boxe, des gens qui viennent prendre l'air aujourd'hui, des gens qui viennent ici parce qu'ils peuvent enlever leur masque, qu'ils peuvent respirer. Tout ça, ça continue, ça n'a pas changé, c'est moi qui évidemment ai changé, mais et je crois que c'est un lieu important pour moi et que, en tout cas aujourd'hui, je suis très content de continuer à vivre autour de ce parc. On va dire que c'est quand même un lieu un peu protecteur, un lieu dans lequel on peut se ressourcer, que ce soit d'ailleurs l'été comme c'est aujourd'hui, avec cette lumière magnifique sur les arbres qui commence un petit peu à jaunir. Mais c'est aussi bien l'hiver. Je me souviens d'un hiver où il y avait tellement de neige qu'on pouvait carrément skier sur les pentes. On pouvait carrément faire de la luge. Je pourrais dire que ça a toujours été des moments plutôt de ressourcement, de dialogue avec soi-même, du cinéma qu'on peut se projeter dans la tête. Il n'y a pas que les films qu'on voit qui comptent, il y a aussi les films qu'on imagine, les films qu'on fait soi-même, les films qu'on fait soi-même avec d'autres films. Et ici, même si ça n'a pas été beaucoup un lieu de cinéma, c'est vrai que pour moi, ça a été comme ça la fusion de choses qui ont été très importantes pour moi et qui continuent d'être d'ailleurs, qui était ce cinéma des années 70, dont l'emblème pourrait être un peu le film de Rivette, parce que c'est celui qui va peut-être le plus loin
dans ce que les années 70 étaient, c'est-à-dire très utopique et très politique, et aussi du cinéma américain. J'ai parlé de Los Angeles, de Sunset Boulevard, du cinéma américain, d'ailleurs aussi contemporain, pas que le cinéma classique, le cinéma aussi des années 70 d'ailleurs, qui est beaucoup sorti dans la rue, des films qui montrent la rue à Los Angeles et pas uniquement les studios de carton-pâte, les studios où tout est fabriqué. Non, je parle du Los Angeles vraiment urbain, de ces grandes autoroutes, des palmiers, des quartiers, du désert, de cette atmosphère si particulière qui étrangement s'est un petit peu déposée ici et que je retrouve comme une sorte d'histoire un petit peu légendaire que je retrouve ici à chaque fois que je me promène. C'est un lieu de passage, quoi. Il y a les passants, il y a les passages et puis il y a les passeurs.